Je suis à la mairie de Saint-Pathu. J'arrive pour un rendez-vous avec le maire Jean-Benoît Peinturier qui va me parler de la réunion publique qui a eu lieu récemment avec des sujets très importants comme par exemple le problème des gens du voyage, de l'installation des caravanes, comme différents travaux dans la commune, l'implantation dans la ZAC de Noé-Fort. Jean-Benoît Peinturier, bonjour, nous sommes donc à Saint-Pathu. Et vous allez nous parler aujourd'hui du résultat de la réunion publique qu'il y a eu concernant l'urbanisme. Voilà. En particulier, mais pas que. En particulier, mais pas que, d'une part. Et d'autre part, le problème récurrent des gens du voyage qui s'est encore produit récemment. Voilà. Bonjour Mac Journal, bonjour Hélène, merci de nous donner la parole. Alors oui, effectivement, on a fait une réunion publique il y a quelques semaines de ça, parce qu'il y avait pas mal d'actualités sur la commune et beaucoup de questions légitimes qui se posaient de la part des habitants, en particulier sur alors une partie des constructions, puisque vous savez qu'on a engagé depuis plusieurs années et depuis plusieurs mandatures la réflexion dans un premier temps et puis la réflexion après de notre cœur de village qui était un peu laissé à l'abandon avec une vieille ferme, et puis dans la nécessité de coller à plusieurs choses, en particulier l'actualité du logement, parce que aujourd'hui on sait que la crise du logement est là, nos obligations en termes de logements sociaux, mais pas que, aussi en termes de logements privés, pour diversifier l'habitat, tout en restant dans une optique de commune rurale, petite ville à la campagne, c'est pas fait pour faire de l'urbanisation. Alors, pour certains, surtout les voisins des programmes immobiliers, ça titille un petit peu, et donc forcément, je le redis encore une fois, les questions étaient parfaitement légitimes. C'est pour ça qu'il fallait aller devant, expliquer pourquoi on le faisait, comment on le faisait, à quelle vitesse on le faisait, et avec quelles aides de la part des promoteurs, puisque rien n'est gratuit non plus, ils font leur marge aussi, mais on a des équipements à faire derrière pour les populations, donc il y a tout un tas de dispositifs, soit taxe d'aménagement, soit PUP, soit etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc il y avait une partie de la réunion publique qui était sur ces sujets-là. Il y avait le grave sujet de l'église, que j'ai fermé au public sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui est prêt à s'écrouler. L'église, effectivement, qui est dans un état préoccupant. Les premiers diagnostics que l'on a eus nous amènent à entre 5 et 6 millions d'euros de travaux. Alors c'est une bourguignonne cistercienne issue de l'abbaye de Molesme, et c'est la seule en Ile-de-France, et je crois la seule en France. Donc la DRAC nous a dit, oh là là là, il faut la sauver. Oui, mais il faut nous aider dans ce cas-là. Voilà. C'est un petit peu la difficulté que l'on a, c'est que si on arrive à avoir 70 à 80% de subventions entre le département, la région, la DRAC, voilà, et nous on arrivera sur une paire d'années quand même, c'est un programme qui va s'étaler sur 6, 8 ou 10 ans de travaux, on arrivera à la sauver, sinon malheureusement ça risque de faire comme un certain nombre d'églises ou de châteaux en France, au bout d'un moment. Si on n'a pas d'aide de l'État, nous en tout cas commune, et les habitants sont de cet avis-là, malgré le fait qu'on a envie de garder notre patrimoine, c'est pas du tout une envie de la détruire, mais on ne sera pas en capacité de pouvoir la garder en sécurité pour pouvoir l'utiliser. Et puis on avait dans cette réunion publique aussi, on a parlé du terrain de foot synthétique, où on attend la fin d'un jugement qui nous a été rendu en notre faveur, où on vend une partie d'un terrain qui appartient à la commune pour en financer un peu plus de la moitié. Donc ça devrait, je crois que la dernière possibilité d'appel, ça doit être au 12 juillet. Si d'ici fin juillet, on n'a pas de dépôt d'appel, on pourra engager la vente et donc récupérer l'argent pour pouvoir faire le terrain synthétique au dernier trimestre de l'année, avant l'hiver. Ensuite, on a présenté aussi le projet de centre de loisirs maternel à Vivaldi, puisque vous savez qu'il y a un centre de loisirs primaire et que le maternel est dans l'école. Alors tout ça, ça va ensemble aussi avec l'organisation réfléchie des constructions, c'est-à-dire qu'avant d'entamer les constructions, on a attendu d'avoir la place dans les écoles existantes, et puis on a fait les équipements, donc le centre culturel, une salle d'association, l'agrandissement de la cantine, ça c'est des choses qui sont déjà faites, et puis donc il y a ce centre de loisirs-là qui occupe des locaux dans l'école, qui nous serviront par la suite pour faire des classes, parce qu'il y aura certainement des créations de classes de prévues pour accueillir les nouveaux habitants, puisque même si le nombre d'enfants est directement lié à la typologie,
Donc quand vous faites que des F2 ou des F3, vous avez peu d'enfants. Si vous faites que des pavillons à 3 chambres, vous avez beaucoup d'enfants. Voilà. Et si vous faites du primo-accédant, vous avez des enfants. Si vous faites des maisons un peu plus cossues, que ce n'est pas des primo-accédants, au moment où les parents arrivent, les enfants sont plus au collège que dans les écoles. Ouais. Voilà. Donc tout cela, c'est des choses qui ont été travaillées et réfléchies à l'avance pour justement ne pas se retrouver dans des situations ingérables ou ne pas laisser éventuellement au suivant, si un jour je ne suis plus maire ou si voilà, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours arriver, se retrouver dans des situations qui seront ingérables. Donc il y avait donc la présentation de ce centre de loisirs qui va s'étaler, on espère pouvoir le démarrer en 2023, ça va s'étaler sur 2 ans, soit 2023-2024, soit si on attend 2024-2025. On a quelques incertitudes et je vais en reparler juste derrière. C'est surtout la position de l'État qui ne nous aide en rien. On n'a pas eu de subvention de l'État pour le terrain synthétique qu'on va faire. Là, sur le centre de loisirs, on avait posé de la DETR, j'ai rien eu. La DECIL, on n'a toujours pas la réponse, alors j'avais un engagement écrit du préfet que j'avais croisé au chaud l'année dernière, via la préfecture. Qui m'avait assuré d'être très attentif compte tenu du développement des logements, etc. que l'on faisait. Résultat des courses, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Alors, j'ai pas encore la décile, mais on avait demandé 378 000 € de DETR et 378 000 € de décile. J'espère bien avoir 5 ou 600 000 de décile. Ou au moins 378 000, ce qui serait à minima le minimum que l'État auquel il pourrait participer. Pour une petite parenthèse, hein, quand on nous a parlé de plans de relance par l'État, que les milliards étaient mis, etc., les milliards ils devaient être mis sur la DETR et sur la DECIL. La DETR cette année, notre sous-préfet nous a dit qu'entre l'année dernière il y avait eu 14 millions, il y en avait plus de 13 millions et demi cette année. Donc, je ne vois pas trop où est l'abondement de l'État là-dedans. Et une commune comme la nôtre, qui est quand même qui est dans les 60 premières communes du département, sur les 500. Donc, qui fait 60 premières communes, dans quel domaine en nombre d'habitants. Sur le département, depuis le début de la mandature, j'ai tous les ans fait des demandes de DETR, j'en ai eu une pour 18 000 €. Voilà comment l'État aide une commune de 6 500 habitants. Voilà. Donc ça veut dire que l'argent passe... Ah ben on ne sait pas où il va. Très sincèrement, on ne sait pas où il va. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est des effets d'annonce, simplement, pour dire, voilà, vous inquiétez pas, on relance l'économie, etc. L'argent, il n'y est pas. Nous, on a des projets qui sont utiles pour nos habitants, et derrière, on fait les demandes de subventions, et elles n'arrivent pas. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est même pas peut-être, vous allez voir, c'est non. Moi, j'ai sur la DETR, j'ai reçu un coup de fil du sous-préfet. Ah bah vous êtes nombreux à avoir fait des dossiers, il faut que je fasse des arbitrages, je ne peux pas aider tout le monde. Alors on a saupoudré 20 000 € dans des communes à droite à gauche qui n'ont pas les moyens de faire. Alors là où c'est plus perverse, c'est qu'une petite commune rurale qui veut faire un équipement à 100 000, elle demande 70 ou 80 000 € de DETR. Elle peut le faire, son équipement. Si on lui donne 20 000 € de DETR, elle ne peut pas le faire. Donc les 20 000, ils ne seront même pas utilisés. Donc c'est vraiment un cri et un coup de gueule en disant aujourd'hui le système d'octroi des subventions il est totalement arbitraire, on n'a aucun moyen de défendre le dossier ou d'expliquer pourquoi on fait ci. Est-ce qu'il y a des communes qui ont reçu la DETR? Alors oui, il y avait une liste, oui, les 13 millions et demi ils ont été distribués mais je sais que dans notre entourage autour de nous, plutôt que de dire écoutez, là il y a un équipement important, on se concentre, cette année on fait ça, l'année prochaine ne nous en demandez pas à vous. Moi par exemple on m'aurait donné les 378 000 là cette année en disant 24, 25 et 26 vous aurez rien. Ok, mon équipement j'en avais besoin là. La commune d'à côté à qui on a donné 20 000 alors qu'elle en demandait 50 et qui va pas pouvoir faire son équipement, si on lui avait dit écoutez on vous le donne pas cette année mais on vous le donne l'année prochaine, mais par contre vous en... Voilà, faut essayer de faire les choses saupoudrées comme ça. C'est tenter de calmer et d'éteindre les incendies à droite à gauche et c'est tout ce que ça fait. Quoi. Et ça les calme pas? Et ça les calme pas. Et puis le dernier sujet dont on a parlé, c'était le développement de la zone d'activité, où là aussi l'État nous met des bâtons dans les roues, hein. Je suis désolé de le dire, mais toutes les lois écologiques qui s'additionnent et tous les enquêtes publiques et les machins, etc. qu'on doit faire, sur la zone de l'OFOR qui est prévue à la construction depuis plus de 15 ans maintenant, qui a été complètement artificialisée,
Aujourd'hui, on nous parle de zone humide, il faut faire les études, les machins, les bidules, il faut compenser. Donc le constructeur qui avait 177 000 m² constructibles, l'État lui en donne aujourd'hui 103 000. Donc moins de foncier, moins de construction, encore des pertes de financement pour la commune. Parce qu'au lieu de toucher 5 à 6 millions de taxes d'aménagement, on va en toucher 4. Quand ça sortira de terre, parce que ça fait 15 ans qu'on me les promet, les 4. Et puis après, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une réunion avec M. Bonneton des finances publiques et Mme Tamic, la trésorière. Et en discutant, nos chiffres sont bons, puisqu'on a augmenté les impôts l'année dernière, on a une grande maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, de nos charges salariales, etc. Donc on n'a eu que des éloges sur le constat. On nous dit, ouais, mais par contre, c'est vrai que dans vos revenus fiscaux, par rapport à la moyenne départementale, il vous manquerait 5 ou 6 000 euros, 5 ou 600 000 euros par an. Si j'avais les entrepôts qui étaient construits là, je prendrais 700 000 euros de taxes foncières. Oui, mais alors donc, ça c'est prévu, mais comment faire, il manquerait pour équilibrer le budget, pour être dans un budget confortable. L'équilibre, on l'a, mais ça nous permettrait de réduire un petit peu la pression fiscale de nos habitants, ça nous permettrait de nous désendetter plus vite, et ça nous permettrait surtout de mettre en œuvre les équipements dont on a besoin pour notre population plus rapidement. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un deuxième gymnase qu'on avait prévu sur cette mandature-là. Alors, on a perdu les 2 ans du Covid, mais ce gymnase-là, il est entièrement payé par la taxe d'aménagement de la zone. Tant que la taxe d'aménagement ne sort pas, les 4 millions dont j'ai besoin pour faire un gymnase, c'est à peu près le prix, je ne les ai pas. Si ça avait été construit il y a 10 ans, je les aurais touchés 10 fois, 15 fois en taxe foncière et en taxe d'aménagement depuis. Et l'équipement, on l'aurait. Donc, on est en fait une commune qui se développe dans le secteur en nombre d'habitants par l'habitat, parce que le secteur avec le PEB, le PGS, la proximité de l'air, est une des seules communes qui a le droit de construire, donc forcément ça vient ici, mais parce qu'elle a la bonne pastille. Alors il y a les pastilles du SDRIF, mais il y a surtout, c'est surtout les autorisations de construire à cause de l'aéroport, puisqu'on n'est pas dans l'axe des pistes. Oui. Donc pas de souci, on prend notre lot de logements, de l'activité économique qui est à côté et qui nous rapporte tout ça. Pas de souci. Simplement, à côté de ça, il faut que notre développement économique puisse suivre. Aujourd'hui, une commune qui est équilibrée, c'est une commune qui a ses ressources fiscales, qui ne sont pas mauvaises chez nous. On a plutôt même une moyenne de salaire qui est supérieure à la moyenne nationale en matière de population. On a plutôt une population un peu plus riche que la moyenne, je vais dire. Je ne vais pas dire riche, mais un peu plus riche que la moyenne. Un peu moins pauvre. Ce qui est logique, un peu moins pauvre, ça dépend comment on se positionne. Ce qui est logique, puisqu'on était quasi que pavillonnaire. Donc forcément, quand les gens et avec très peu de location, donc quand les gens sont en capacité d'acheter, c'est qu'ils sont en capacité d'emprunter, et donc dans notre société, capacité d'emprunter veut dire revenus suffisants pour emprunter. Donc c'est complètement logique, c'est pas un constat, c'est un constat complètement logique. Donc voilà, on est dans des situations où tout ce qui pourrait nous aider ou nous rendre plus autonomes, on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues. Ça devient pénible. Justement, peut-être parce que la commune arrive à bien s'en sortir, par voie de conséquence, l'État ressent moins la nécessité d'aider la commune. C'est pervers. Oui, la question, c'est ce que j'allais dire. La question est perverse. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit mauvais, qu'on aille en chambre régionale des comptes ou qu'on soit sous tutelle pour avoir des aides de l'État. C'est à se poser la question. C'est à se poser la question. Enfin, moi, j'essaye de bien faire mon travail. Les gens m'ont élu pour bien faire mon boulot et pour être le meilleur maire possible et ne pas les mettre dans des situations où, si on était sous tutelle, il n'y aurait plus de subventions aux associations, il n'y aurait plus de ceci, il n'y aurait plus de cela. Voilà. Donc, donc, du coup, quand l'État n'apporte pas son aide, ça veut dire que le maire est bien et gère bien la commune. On peut se poser la question. Il faut voir le côté positif. Non, voilà, alors, blague à part, c'est quand même. Ça fait beaucoup, là. À la sortie du Covid, parce qu'à chaque fois, espérait quand même que l'État puisse. À chaque projet, il y a une négation de l'État. C'est ça. Soit il n'y a pas de subvention, soit il y a des bâtons dans les roues sur des délais, sur des choses. Faut faire ceci, faut revoir votre copie pour cela. Là, on avait Prologis sur la zone dont je vous parle, là, qui était prête à déposer des permis.
ils ont abandonné donc cette zone-là, 70 000. elle est à Noëfort. C'est la zone de Noëfort. Ils ont abandonné 70 000 mètres carrés constructibles. Je ne sais pas si on se rend compte. Près de la moitié de la zone. Et quand ils sont allés présenter, ils rachètent des choses à côté, puisque dans la nouvelle loi, il faut compenser. Quand on artificialise des sols, il faut compenser en faisant des actions de biodiversité. Donc ils rachètent le bois des bars. Alors, artificialiser les sols, ça veut dire en fait les construire. Oui, c'est ça. Autre chose que de la nature. C'est ça. Et donc ils font tout ça. Donc Prologis avait réservé 70 000. Ils avaient 177 000 mètres carrés et on leur autorisé. Et on revient aujourd'hui à leur dire non, vous construirez que 103 000. Ah, c'est ça, c'est qu'ils ont l'impossible. Donc on a la partie du fond de la zone d'activité qui va rester entièrement en zone verte. Alors, zone verte, friche. En friche, ça me fait rigoler parce que elle a été artificialisée il y a 12 ou 14 ans de ça, où le sol a été traité à la chaux quand même, et où il y a 250 colonnes ballastées qui descendent à 100 mètres de profondeur en béton pour pouvoir accueillir un bâtiment dessus. Donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'espace naturel. Donc ça me fait doucement rigoler. Franchement. Alors donc, mais sous quelle raison Prologis a-t-il été empêché? Pourquoi est-ce que... Alors, il y a, au tout début, en 2009, je vais refaire rapidement l'historique, mais quand elle est arrivée à la commercialisation, une fois qu'elle avait été terminée, ça a été la crise de 2009. Où en fait tous les logisticiens ont arrêté de construire, parce que les banques ont arrêté de leur prêter l'argent. En fait, les logisticiens achetaient les terrains, aménageaient les terrains, et se faisaient financer par les banques pour construire les entrepôts. Sauf que généralement, avant que les entrepôts soient finis de construire, les logisticiens avaient le client. Donc les banques prêtaient ce qu'on appelait pour des constructions en blanc, dites en blanc, c'est-à-dire qu'ils lançaient la construction et ils finançaient l'argent avant même d'avoir le client qui avait signé. En 2009, ils leur ont dit, ok, nous on vous prête l'argent pour construire le bâtiment quand vous avez un client. Et donc les actionnaires de tous ces logisticiens-là qui ont beaucoup de mètres carrés libres, parce qu'il y a beaucoup de turnover, ont dit à leurs entreprises, on va commencer par remplir les mètres carrés qui sont vides avant de construire d'autres entrepôts. Donc tout s'est arrêté. Et depuis, cette zone, il manque le rond-point, donc qui ne facilite pas. Amazon qui s'est installé à Senlis avait prévu de s'installer là, sauf que le passage à niveau de la SNCF à la Nilsec, Lagny Plessis, qui n'est pas fait, Amazon a dit trop grand risque pour nous, parce que si le truc est bloqué, que nos camions ne peuvent pas venir, donc il y a aussi beaucoup d'autres choses aux alentours, et en particulier sur l'infrastructure routière et ferroviaire, etc. du secteur, qui ont plombé cette zone. Donc nous, on est au milieu, on ne touche pas notre argent, on morfle, et au moment où on peut le développer, on nous dit il y a l'hirondelle, l'Alouette des Champs. On nous a fait refaire le dossier parce qu'on ne compensait pas suffisamment l'Alouette des Champs. Je n'ai rien contre les alouettes, gentilles alouettes, elles sont très gentilles, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas les plumer, mais enfin quand même, il faut arrêter quoi. Au bout d'un moment. Donc parce que c'est un animal à préserver. C'était dans l'étude, il y en a quelques familles qui nichent à cet endroit-là, et la compensation présentée par Prologis aux yeux de nos amis écolos de la préfecture n'était pas suffisante. Donc il faut revoir sa copie, il faut compenser un peu mieux, il faut faire différemment. Donc on repère 6 mois, 1 an, et vas-y, et ça continue depuis des années. Et donc Prologis, il reste... il reste, ils sont propriétaires, parce que c'est pas une zone communale, c'est justement, c'est aussi la difficulté, c'est que c'est un propriétaire privé. Donc c'est un des avantages, c'est qu'au moins la commune, il y a quelques années, n'avait pas investi d'argent, donc il n'y a pas d'argent d'immobiliser pour la commune là, il y a simplement des ressources qui auraient dû arriver beaucoup plus vite et qui n'arrivent pas. Si on avait ça depuis des années... Alors, je ne dis pas qu'on roulerait sur l'or, mais on serait totalement tranquille. Donc la commune ne peut pas dire ni savoir actuellement si elle va avoir des ressources, en récupérer, ni quand. On est totalement lié aux décisions de l'État. Donc, et qui n'interviennent pas là. Et qui prennent du temps et qui perdent du temps dans le temps pour une réunion qu'il faut décaler, pour une alouette qui n'est pas suffisamment compensée, pour ceci, ça. Enfin, il y a toujours quelque chose depuis des années, alors qu'avec le président de l'Interco, Jean-Louis Durand, puisqu'en fait la CFE va sur l'intercommunalité, donc notre petite intercommunalité qui n'est pas riche non plus, elle souffre, c'est la seule recette économique de l'Interco, c'est la seule zone d'activité de notre Interco, et on nous empêche de la développer. Enfin, au bout d'un moment, on veut quoi? Quand je vous dis vraiment qu'on a le sentiment et l'impression que l'État fait exprès de nous mettre des bâtons dans les roues, on veut qu'on disparaisse.
Non, mais qu'on nous le dise clairement dans ce cas-là. Alors, il se dit que l'État souhaiterait que les communes disparaissent au profit de plus grandes structures. Interco, bassin de région. Mais par contre, il est intéressant que les maires restent là pour pouvoir prendre le relais de l'État quand l'État veut pas. Mais ça l'État aura beaucoup de mal à faire avaler la pilule. Parce que si on n'a pas l'autonomie naturelle que l'on a, même s'il y a des règles, même s'il y a des strates supérieures, etc. Mais enfin, il y a quand même la proximité. Celui qui fait le tampon aujourd'hui, c'est l'État. Hein. Qui c'est qui se fait tabasser aujourd'hui, insulter, cambrioler, brûler sa voiture, etc. C'est pas le président de la République, hein, c'est les maires. Hein. Et quand nous on demande, on va en parler juste après des gens du voyage, quand on demande un escadron de gendarmerie pour évacuer 150 caravanes, l'escadron de gendarmerie il protège la visite du président à Tataouine et Zouagras. Donc on fait comment? Non mais au bout d'un moment. Ouais, c'est ça les réponses, c'est vrai, c'est les réponses. Oui, quand on vous dit qu'au bout d'un moment on commence à être révolté et que si nous on finit par lâcher le lest, moi ma famille depuis que je suis élu, elle souffre. Hein. Il ne faut pas croire que tout le monde dit le maire il a la bonne place, il a ceci, il a cela. Oui, il a surtout les emmerdes. C'est ce que disent tous les maires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des maires qui ont démissionné aux précédentes élections municipales. Et pour les prochaines, il y a des prévisions aussi de démission. Enfin d'abandon. D'arrêt du truc. Par dégoût, pas par passion, parce qu'on aime ce qu'on fait. On est des passionnés, on y passe de 7h le matin à 22 ou 23h le soir, tous les jours. Ce week-end, on est en fin de semaine, je suis quasi fatigué. Samedi, dimanche, on a le Festival du Fond au Bremier. Hop, je vais être sur le pont de 9h le matin à 2 ou 3h du mat et de 7h le matin à 21h ou 22h, samedi et dimanche. Et parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a toujours des choses à régler, parce qu'il faut vérifier que tout se passe bien. Et puis parce qu'on organise, parce qu'aujourd'hui, trouver des bénévoles, je vous assure que c'est pas une sinécure. Hein. Tout le monde veut bien venir consommer. Hein. Ça, c'est génial, il y a ça dans ma commune. Il faut venir me filer un coup de main. Ah oui, mais j'ai pas le temps, j'ai des courses à faire, j'ai des enfants à m'occuper. J'ai ma mère. J'ai ma mère, ou j'ai mon chien, ou j'ai... Non mais c'est... Donc en plus de ça, la galère à faire vivre nos communes derrière pour que les gens ne se sentent pas dans des cités dortoirs où ils partent le matin bosser, ils rentrent le soir et il se passe jamais rien le week-end. Nous, vous pouvez regarder le programme, hein, et vous le savez puisque vous le diffusez tous les week-ends de l'année. Il n'y a pas un week-end dans l'année où il n'y a pas au moins une activité. D'autant soit faite par une association ou pas forcément par la commune, parce que la commune ne fait pas tous les week-ends, mais d'abord elle est partenaire de toutes les associations, donc toutes les associations quand elles organisent quelque chose, la commune y travaille, parce qu'il y a des tables à amener, parce qu'il y a des tapis à mettre, parce qu'il y a de l'électricité à brancher, parce qu'il y a des friteuses à prêter, parce que etc. Non mais je plaisante pas, on s'en rend pas compte en fait. Hein. C'est très matériel, mais c'est une logistique. Mais derrière c'est du travail. Hein. Dimanche dernier, samedi soir il y avait le spectacle au centre culturel, le lendemain matin il y avait les foulées, il y avait 4 mecs à 7h du matin pour démonter le matériel d'un côté, le remonter de l'autre côté, pour que le truc puisse démarrer à l'heure et compagnie. Et voilà, en heure de dimanche, alors qu'ils ont leur semaine de travail dans les pattes aussi. Donc faut bien enregistrer et bien comprendre tout cela. Ouais. Alors les gens du voyage. Alors. Autre problème où on va aussi, je suis désolé, encore remettre le problème de l'État sur la table. Il y a quelques années, j'étais un fervent opposant aux aires de gens du voyage. Pourquoi? Parce que la loi Besson qui nous imposait sur notre commune une aire pour 20 caravanes, c'est-à-dire 10 familles, hein, puisqu'en fait dans les statistiques on considère une place c'est 2 caravanes. Donc 20 caravanes c'est 10 places, donc c'est 10 familles. On nous avait dit, si vous la faites, vous serez conforme au schéma départemental, et donc, quand vous aurez une invasion en dehors du truc, on pourra intervenir rapidement avec un arrêté d'expulsion. Bien. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu tendu, et dans l'interco, on a fini par... Oui, parce que Saint-Patu est souvent la visée des gens du voyage. Alors, très sincèrement, pas que, parce que justement, quand on a fait l'étude, quand il y a eu la révision du schéma, là, on a demandé à ce que l'aire de 20 places que l'on avait
pour Saint-Pathus soit retirée parce qu'elle ne sert à rien. On a bien vu celle de Dammartin, celle de Mitry, enfin toutes les aires de petite taille comme ça, elles sont squattées à l'année. Et elles ne jouent pas leur rôle d'accueil et de passage. Voilà, elles deviennent des endroits sédentarisés où au bout de 2 ans, il faut foutre les gens de force dehors pour tout reconstruire parce que tout est cassé, parce qu'ils se tombent. Bref. Donc on avait dit, mais par contre, on ne vient pas sans aucune proposition. Donc on avait fait faire une étude. Ça c'était quand ça? C'était il y a 1 an et demi. On avait fait faire une étude qui avait démontré que sur notre territoire, puisque maintenant c'est une compétence intercommunale, Eh oui. donc c'est plus une compétence communale, donc notre interco, entre parenthèses, à cause ou grâce à, suivant comment on se place, nécessitait d'avoir un équipement, donc cette fameuse aire de 20 places. Donc l'étude montrait que nous avions subi un certain nombre d'invasions, alors en nettement moins grande quantité que des secteurs comme Disney et compagnie, puisque l'étude remontait sur les 5 dernières années. Sur notre territoire, nous, on avait dû en subir une petite 70 ou 80, quand même. Alors que de l'autre côté, du côté de Disney, il y avait des territoires où ils étaient à 500 ou 600 invasions En combien sur de la temps? même période, en 5 ans. Donc, la difficulté, c'était de dire, regardez le constat, nous, on a plus, avec Le Pin et Villevaudet, au bord de la Nationale 2, des problématiques de gens qui sont logés dans des conditions vraiment insalubres parce que c'est des gens du voyage en cours de sédentarisation, donc qui sont sur des terrains non constructibles, sans eau, sans électricité, mais qui sont là. Donc on avait réussi à faire comprendre que le constat, pour notre interco, il était plus utile de travailler sur ce qu'on appelle des terrains familiaux, c'est-à-dire des terrains qui deviennent constructibles, qui s'aménagent avec une petite maison et une place pour la caravane. Enfin, ça s'appelle des mousses. Alors, je ne trouverai pas Je le trouverai. Mais voilà. Et ça permettait de répondre à la nécessité de s'occuper de ces gens-là, mais en faisant quelque chose qui correspondait à ce que notre territoire avait besoin, et pas faire un équipement qui allait coûter de l'argent aux habitants et qui servirait à rien. Donc, on était rentré dans ce dispositif-là, en disant, nous, on veut bien faire ça. Voilà. Donc, la préfecture avait accepté et nous avait donné une dérogation pour être en conformité avec le schéma pendant les 3 ans, ou le temps qu'on fasse l'étude et qu'on démarre les travaux, pour nous dire, ben voilà, on ne vous met pas dans le schéma définitivement, mais on vous met pour 3 ans, parce que comme ça, vous savez que vous avez 3 ans pour montrer votre bonne foi et faire et lancer les études et la réalisation. Ce qu'on a commencé à faire. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Donc nous étions, voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en conformité avec le schéma départemental. Donc, le dimanche où j'ai l'invasion, le lundi matin... Donc c'était sur le terrain... C'était sur le terrain de foot. Alors on avait pourtant tout bien protégé, mais ils sont venus... l'arrière, c'était un endroit qui était boisé, que le propriétaire du terrain avait coupé. On n'imaginait pas qu'on pouvait passer. Ils ont aménagé dans la nuit une plateforme. Voilà, et bon, donc depuis on a refait une tranchée, ils ne peuvent plus rentrer. Ce coup-ci, tout le terrain est entouré de tranchées, de blocos en béton, donc ils ne peuvent plus rentrer. Enfin, en tout cas, on les a eu là. Donc on a fait les demandes, le président de l'Interco a signé le courrier le lundi midi, le mardi soir, mardi fin d'après-midi, le sous-préfet m'avait signé l'arrêté d'expulsion. Donc on se dit c'est bien, on est dans le schéma départemental, nickel, on a les autorités qui percutent tout de suite. Et puis, donc on va les notifier le mardi soir aux gens du voyage, une notification d'un arrêté d'expulsion, 48 heures pour partir. Ça c'était quand ça? C'était il y a 3 semaines. 3 semaines. Avant le week-end de la Pentecôte. Week-end de la Pentecôte. Qui sont arrivés le week-end Qui sont arrivés dimanche 21. Voilà. Et donc, 21 mai. Et donc le jeudi soir, il devait être parti. Voyant qu'ils étaient 150 caravanes, je remue Ciel-et-Terre pour avoir le fameux escadron de gendarmerie, parce que les gendarmes me disent, nous, départementalement, en regroupant tous les PSIG, etc., on arrive avec 70-80. Quand il y a 40 caravanes, on arrive à les faire partir. Quand il y en a 147 comme là, 147, ça fait 300 personnes, il faut un escadron plus les gendarmes du coin, sinon ça ne marche pas. Parce qu'il faut savoir, parce que comment ça se passe? C'est pas toi qui peux aller voir les caravanes et leur dire bonjour messieurs dames, là vous partez, parce que là ils disent non, on reste. C'est un rapport de force, hein. C'est des gens qui ne respectent rien, qui n'en ont rien à faire de rien,
La loi, ils s'en fichent, de toute façon. Ils l'utilisent quand ils ont besoin et ils ont toujours Alors gain de cause. donc, du coup, pourquoi il faut les gendarmes? Parce que Pour faire respecter la loi, il dangereux. faut leur montrer. Ah oui, oui. Moi, j'ai déjà été plusieurs fois molesté, etc. Comme en plus de ça, j'ai pas l'habitude de rabattre mon caquet, ça part généralement en vrille avec ces gens-là. Donc voilà. Donc on a bien eu l'arrêté d'expulsion. Je demande un escadron. Évidemment, on me répond qu'il n'y en a pas de disponible. Et le vendredi matin, j'apprends que les gens du voyage, par le biais de leur avocat, avaient attaqué l'arrêté d'expulsion du préfet, veille du week-end de la Pentecôte, donc samedi, dimanche, lundi. On arrive le mardi, et le mardi, on apprend que le juge des référés saisi a donné raison aux gens du voyage et a cassé l'arrêté du préfet. Mais pourquoi? Eh bien, il semblerait, parce que la préfecture réfléchit, parce que ça va avoir de graves conséquences, Ben oui. non seulement sur le département, mais dans la France entière. Jurisprudence. Sur tous les schémas départementaux. A priori, la dérogation qui nous aurait été accordée ne serait pas valable parce qu'elle nous aurait été accordée sans qu'elle soit votée à la commission départementale des gens du voyage. Il y a une CDC qui gère ce truc-là. Il suffit de la mettre à l'ordre du jour et de la voter et elle est bien. Et donc elle devient légitime. Alors que là, elle nous aurait été octroyée par le préfet directement sans passer par le vote. Et a priori, je dis bien a priori, je mets des guillemets et du conditionnel, hein, c'est ce qui aurait permis au juge de dire que notre dérogation n'est pas légale. Parce qu'en fait, il a jugé le fait que l'on appartienne au schéma départemental n'était pas vrai. Donc la dérogation qui nous est accordée n'était pas valable. Donc c'est vraiment, vice de procédure. Donc. C'est vraiment de la problématique juridique à un niveau... Alors donc là, les gens du voyage... Alors ils avaient une autre place ailleurs, c'était vraiment parce qu'en fait on les avait interdits de rentrer sur l'aire de Saint-Thibault-les-Vignes, donc c'est pour ça qu'ils ont atterri chez nous, parce qu'ils n'avaient vraiment pas d'autre endroit et qu'ils l'ont fait vraiment à l'arrache. L'aire de Saint-Thibault qui elle est réglementaire hein. Qui est réglementaire, ouais. D'accord. Mais qui est sur une autre interco. Bah et oui, puis après, le 4 juin, le 4 ou le 5 juin, ils avaient une autre place ailleurs, donc ils s'étaient engagés à partir à un. Mais de toute façon, j'avais engagé moi une procédure au pénal entre-temps et dans ce que je fais toujours, hein, toutes les procédures, pour que s'il y en a une qui marche pas, bon, voilà. Mais à chaque fois, c'est aussi des coûts pour la commune. Ouais. Ah bah oui. Et là, le terrain à 147 caravanes, les 2 terrains de foot du bas, on en a pour entre 30 et 35 000 euros de réparation. Donc à chaque fois. Et à chaque fois, c'est la commune qui paye. À chaque fois, on a fait des démarches en préfecture, mais les gens sont pas retrouvables, ou sont pas solvables, ou sont pas machin, et on repaye des avocats pour avoir des condamnations qui nous donnent raison, et on touche jamais l'argent. Donc c'est décevant au plus haut point. Là, ils sont partis. Oui. Ils sont partis quand? Le 5 juin, le lundi 5 juin. D'accord. Ils devaient partir le dimanche 4 et ils sont partis le lundi 5. Ils sont partis d'eux-mêmes? Ils sont partis parce qu'ils savaient qu'ils avaient quand même les procédures. Voilà, ils avaient attaqué l'arrêté pour gagner quelques temps, mais ils avaient la prévision d'être ailleurs le 4 juin. Donc je pense que de toute façon, ils auraient tenté de rester jusqu'à cette date-là. Oui, mais est-ce qu'il y avait une procédure applicable puisqu'ils étaient restés? C'était quelle procédure qui... C'était une procédure au pénal. Donc là, c'était pas parce qu'en fait, la deuxième. Pas l'administratif, puisque l'administratif c'est celle qui peut agir rapidement. Mais c'est surtout l'autre au pénal. D'accord. Voilà. Et elle n'était pas encore aboutie, donc on a... L'administratif, c'est le référé. Le tribunal administratif, c'est le préfet, et c'est sur une saisine administrative. Ouais. Et après, vous avez le pénal, qui est le tribunal classique, où là, c'était une invasion de quelqu'un sur un terrain d'un particulier. Alors, un terrain appartenant à une collectivité. Mais la collectivité est considérée au pénal comme un justiciable ou comme un propriétaire classique. Voilà. Alors que le tribunal administratif, c'est sur les parties administratives. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant, on n'avait que le pénal qui met au moins 3 à 4 semaines, quand on n'est pas dans le schéma, parce qu'on ne peut pas activer le tribunal administratif, puisque le préfet vous dit, bah non, vous n'êtes pas en conformité avec les textes de loi en vigueur, donc on ne peut pas soutenir une démarche au tribunal administratif. Alors, ça veut dire qu'il faut que la CCPMF prévoit une aire du voyage, une aire de passage. Alors non, la difficulté c'est qu'il faut que la préfecture arrive absolument à mettre en conformité les documents qui nous transmettent. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est que il est bien acté qu'on s'est engagé à faire ça, donc la dérogation
peut nous être accordée, mais il faut que la dérogation nous soit accordée dans les termes de la loi. Ouais. On s'est engagé à faire ça, c'est-à-dire quoi? On s'est engagé à faire les terrains familiaux. On s'est engagé à faire les terrains familiaux. À Saint-Patu. Alors, c'est pas à Saint-Patu, ce sera sur Le Pin et Villevaudet, puisque maintenant c'est une compétence intercommunale et que c'est l'interco qui doit répondre à la demande du schéma départemental. Donc nous, sur le schéma départemental, il était demandé à la commune, enfin il était demandé à l'interco de faire une aire de gens de voyage de 20 places, puisque la loi Besson imposait aux communes de plus de 5000 d'avoir une aire de 20 places. Donc ça fait des années qu'on ne l'a pas fait en leur disant mais la loi, la technique des gens du voyage a évolué depuis, parce qu'avant c'était effectivement des petits groupes, aujourd'hui ils arrivent à 150 pour ne pas être expulsés, ils connaissent bien le système. Donc l'idée c'était de dire on ne veut plus faire l'aire de gens du voyage de 20 places à Saint-Patus parce que vous savez très bien que, par contre on ne dit pas on ne veut rien faire, nous on est confrontés sur notre interco, puisque c'est une compétence intercommunale, à un problème donné qui est le problème de sédentarisation dans des conditions ignobles et pour lequel il y a des dispositifs. Donc on veut bien faire ce dispositif-là. Donc laissez-nous faire 20 places de terrains familiaux au lieu de faire 20 places d'aires d'accueil. Elles seront plus utiles sur notre territoire, ces 20 places-là, que que l'aire d'accueil. C'est ça le. En accord avec le président de la préfecture vous a dit ok, oui, c'est une demande de l'interco, puisque c'est l'interco qui a la compétence. Et en fait, une fois que l'interco a dit je fais ci ou je fais ça, ça permet à l'ensemble de l'interco d'être en conformité avec le schéma et donc de pouvoir activer les rares fois où il y a des incursions, de pouvoir activer une demande d'expulsion dans les 24 heures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une fois que vous êtes dans le schéma, les gens du voyage le savent et ils viennent très rarement. Là, je pense même qu'ils avaient le vice de procédure avant. En se disant, ils sont soi-disant en conformité, mais notre avocat nous a dit que si nous collait un arrêté, il pourrait jouer là-dessus, on a besoin de se poser là, on se pose là. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens du voyage sont à même de pouvoir revenir ici et de réutiliser le même système? C'est le problème de ce jugement-là. C'est le problème de ce jugement-là. C'est ça. Donc la préfecture, je sais que le sous-préfet m'a mis au courant là-dessus, la préfecture est en train d'essayer de travailler sur une procédure d'appel pour réussir à casser ce jugement-là pour pas qu'il y ait de jurisprudence. Partout en France. Et partout. Parce que ce cas-là ne s'est jamais produit il s'était jamais produit. Il s'était jamais produit puisque même ceux qui étaient au col avec nous, on avait utilisé ce dispositif-là pour les évacuer. Et ils étaient qu'une petite famille, ils étaient qu'une petite vingtaine, une trentaine de caravanes, et ils n'avaient pas bronché, ils étaient partis, ils n'avaient pas fait appel.